Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Respirons tous le grand air pour cette dernière ligne droite avant la rentrée d'à peu près tout le monde, il faut bien le dire. Les vraies voix de l'été vous accompagnent jusqu'à 19h sur Sud Radio et on a décidé d'innover ce soir. Alors d'abord, on va rester sur les valeurs sûres. C'est vous qui commandez sur Sud Radio au 0826 300 300. Et ce soir, la vraie voix du jour sera Florian qui nous appelle d'Antony où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Salut Florian. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Mais écoutez, on est ravis que vous nous accompagniez. Toujours en vacances, vous avez fait votre rentrée ? Non, je suis toujours en vacances. Je rentre lundi ou mardi, voilà. Bon, parfait. J'en ai plus pour longtemps. Vous êtes d'Antony, j'espère que vous n'êtes pas en vacances à Antony, ce serait dommage, non ? Non, je suis pas Antony, vous inquiétez pas. Bon, mais très bien. Je suis dans une région beaucoup plus au sud, voilà. Bon, mais vous faites avec très un bien. gros soleil et une grosse chaleur, mais une chaleur orageuse, c'est vrai. Je sens que les orages vont arriver. Écoutez, en tout cas, soyez prudents. Quoi qu'il en soit, je vous présente vos acolytes du soir. 4 vraies voix, c'est ça l'innovation du soir. Nous sommes d'abord avec celui qui aurait pu, malheureusement pour lui, il y a quelques années, être au quartier Pisevin de Nîmes. On en reparlera, puisque c'est Bruno Pomar, ancien policier du RAID. Bonsoir à vous, Bruno. Bonsoir, les amis. Vous êtes maire de Belleflou, dans l'Aude. Tiens, on m'a marqué dans l'Orne. Non, dans l'Aude, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Vous êtes aussi un ancien policier du RAID. Vous avez fondé l'association Prox RAID Aventure. Nous sommes avec un avocat, Pierre Gentillet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Nous sommes avec Édouard Dorian-Sipel également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Porte-parole de Territoire de Progrès. Et Didier Testo est avec nous. Bonsoir à vous, Didier. Bonsoir, Jean-Marie. Journaliste économique, on vous retrouve justement pour l'Info Éco Plus le week-end sur Sud Radio et vous êtes le fondateur de La Bourse et la Vie TV. Chers amis, au programme ce soir dans Les Vraies Voix, nous allons parler de celui dont on a tout le temps parlé. Vous allez me dire, ça fait beaucoup. Je ne parle pas du rappeur Medine ce soir, mais du ministre de l'Intérieur. Sur tous les fronts, cet été, front médiatique et politique notamment. Gérald Darmanin, est-ce qu'il a raison de croire en ses chances pour la présidentielle 2027 ? Tiens, une première réponse, Florian, en quelques mots ? Écoutez, oui, il peut avoir des chances. Maintenant, il faudrait qu'il définisse sa ligne politique parce que je trouve qu'elle n'est pas très claire, justement. Et il y a beaucoup d'annonces, mais pour l'instant, du point de vue judiciaire, je vois pas ce qu'il a proposé, ce qu'il pourrait proposer. Donc j'attends de voir. Donc il a ses chances, mais manifestement, c'est un coup pour voir ce qui peut se passer. Et bon, tout le monde se met en marche, bien évidemment. Donc il y a rien d'extraordinaire. Et c'est vrai que comme il est en première ligne avec les émeutes de juin à juillet, là, évidemment, il a raison de jouer sa carte. Maintenant, moi, je suis pas sûr qu'il aille jusqu'au bout parce que ça va être très difficile. Mais en tout cas, qui aurait prédit avant 2017 qu'Emmanuel Macron finirait par être président de la République ? Si ça se trouve, nous ne connaissons même pas aujourd'hui le prochain président de la République ou la prochaine présidente. Allez, restez avec nous, Florian. On va parler aussi du référendum envisagé par Emmanuel Macron au terme de ces discussions avec les différentes forces politiques du pays. Sur quel sujet vous souhaiteriez un référendum ? C'est une question qu'on va vous poser dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. On va faire le tour de l'actualité avec vous tous, évidemment. Elle est riche, mais tout de suite, on rembobine l'actu du jour. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. C'est aujourd'hui l'anniversaire du discours du général de Gaulle à l'hôtel de ville dans Paris libéré. Effectivement, il fallait en parler. On a du mal à ne pas frissonner en entendant ces mots. Tiens, Pierre Gentillet. Oui, ça fait 79 ans et d'autant qu'il faut rappeler que Paris, à la différence de tout le territoire, enfin de presque tout le territoire français, a été libéré par des soldats français, par des résistants sur place à Paris et bien évidemment par la deuxième division blindée du général Leclerc. Donc bien évidemment, voilà, c'est un événement une très grande importance. Extrêmement intense, en tout cas. Il faut bien en parler tout de suite. On rembobine aussi l'actu du jour. 3 mots que j'ai sélectionnés pour vous.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qu'on sélectionne tous les soirs dans les vraies voix sur Sud Radio. D'abord, il y a le terme expulsion, c'est une première. Un des auteurs des violences pendant les émeutes qui avait pillé un magasin a été condamné pour ces faits, mais il a en plus été expulsé de son logement social. Ça a fait scandale, notamment à gauche, on va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? On va parler du mot adultère aussi, tenez-vous bien. C'est une Française franco-tunisienne qui a été emprisonnée en Tunisie pour adultère. Elle était en instance de divorce. Elle a eu le malheur de poster une photo d'elle-même avec un autre homme en Tunisie. Elle vient à peine d'être libérée, mais elle attend encore son procès. Et puis il y a le terme baiser. Vous avez peut-être entendu parler de ce baiser forcé du président de la Fédération de football espagnole à une des joueuses championnes du monde. Il refuse de démissionner malgré la pression. On va voir ce que vous en pensez. Les vraies voix Sud Radio. Condamner un pillard pour le fait parce qu'il a pillé, mais en plus l'expulser de son logement social. Est-ce que c'est ce qui s'est fait dans le Val d'Oise? Est-ce que ça vous choque, vous, Pierre Gentillet? Non, absolument pas. C'est-à-dire que déjà, il faut partir du principe qu'un logement social, c'est quand même quelque chose que vous accorde l'État français. Oui. D'accord ? Donc c'est avec de l'argent public. Et il est quand même extraordinaire de voir qu'on va développer une polémique en France sur la question de savoir si on doit permettre à des gens qui ne respectent pas nos lois de bénéficier de tels avantages. Donc je vous réponds vraiment assez rapidement, directement. Moi, évidemment, ça ne me choque pas, mais en fait, ce qui me choque, c'est que ce ne soit pas la norme. Ça devrait être normal. Voilà. Alors après, il y a des questions, on en parlera sans doute sur la... parce que quand on expulse quelqu'un d'un logement, on expulse la famille. Oui. Mais si vous voulez, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, mais bien sûr. Mais vraiment, juste d'un mot, et après je laisse les deux intervenants s'exprimer, mais je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur. C'est-à-dire que c'est aussi leur responsabilité. C'est-à-dire que si on en vient à expulser toute une famille parce que l'un d'entre eux, effectivement, a commis cette faute, écoutez, ça ne me choque pas, je trouve ça parfaitement normal. En tout cas, le préfet s'en est vanté, sous-entendant qui était derrière cette décision. Il ajoute qu'ils ont aussi fait accélérer une décision d'expulsion qui avait été prise précédemment, ça c'est important de le préciser. Mais malgré tout, il se fait furieusement critiquer, notamment à gauche. On lui reproche une mise en scène digne, je cite, de la révolution culturelle chinoise. Bon, c'est peut-être un petit peu fort. Édouard Dorian-Sipel. Je suis partagé avec cette décision parce qu'à la fois, elle est dure, ça, je crois que d'ailleurs elle est faite pour être dure, parce que je ne suis pas généralement favorable à tout ce qui peut relever de la double peine. Et en même temps, je la comprends tout à fait parce qu'à un moment donné, il faut faire respecter un certain nombre de règles et il faut être capable de responsabiliser les gens. Là, en l'occurrence, c'est un mineur, il a 17 ans, donc c'est la famille entière avec ses parents qui sont sanctionnés. Donc c'est une décision que si elle est fondée en droit, et j'imagine que la préfecture, si elle est à l'initiative, c'est fondée en droit comme le bailleur pour procéder à cette expulsion qui apparemment était déjà engagée avant que ce mineur ne commette... voilà, donc il y avait déjà peut-être des difficultés. C'est le droit du bailleur, c'est le droit de ceux qui sont les financeurs et donc les partis pris dans les logements sociaux et leur attribution, de faire respecter les règles. Et le préfet qui ajoute son tweet en disant #droits et devoirs. Oui, mais non, mais moi je crois qu'on a un problème dans la société aujourd'hui générale et je veux pas, je refuse toujours de rentrer dans toute forme de stigmatisation. Moi, je suis un gars de gauche et je pense que la question de la responsabilité, de la responsabilité civique, de l'esprit civique, d'une perte d'un certain nombre de repères, de perte d'un certain nombre de limites, toutes catégories sociales confondues. On voit des comportements de prise de risque, sans limite, de conduire n'importe comment, de se comporter n'importe comment, un certain nombre de violences, etc. Donc il y a une espèce de perte de l'autocontrôle des individus, de la responsabilité sociale et civique de chacun qui, moi, m'inquiète. Donc je pense que d'une manière générale, il faut qu'on revienne effectivement à une autorité publique, à des pouvoirs publics qui participent et fassent respecter la responsabilité civique des citoyens. En quelques mots, Didier Testois. Oui, le sujet du droit me paraît essentiel. C'est d'abord ça, on est dans un état de droit, donc il y a des procédures, il peut y avoir des procédures de ce type-là, et le sujet droit et devoir, effectivement, ça fait un moment qu'on en parle, et on oublie peut-être cette partie, effectivement, devoir, à partir du moment où on reçoit un certain nombre d'aides, on parle de celle du logement, mais il peut y avoir d'autres aides publiques, on se doit derrière, c'est l'État. Donc l'État derrière, c'est quoi? C'est les impôts. Donc on a cette responsabilité-là, quand on bénéficie de ces aides, de ne pas les gâcher par ce type de comportement. Bruno Pomar.
Moi, je parlerai, on dit toujours droit et devoir, je dirais devoir et droit. J'en suis arrivé à ce petit slogan-là. C'était très intéressant d'entendre Eduardo, qui est un homme de gauche, voir qu'il y a une réaction de la gauche aussi là-dessus qui devient un peu plus rigide par rapport à ces situations-là. La gauche n'était pas complètement d'accord avec toutes ces dispositions qui peuvent être prises par le préfet. Et c'est intéressant de l'entendre, Eduardo, de dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut serrer la bride. Je crois que c'est essentiel. Et en même temps, je dirais, pour bien connaître les quartiers, pour y passer beaucoup de temps et faire beaucoup d'actions pour la jeunesse, je me dis, oui, c'est bien, on déplace la famille, on leur met la pression, évidemment, d'une certaine façon. On fait un exemple, on va devoir mais on va devoir la remettre, évidemment, la repositionner quelque part. C'est encore une fois, on ne peut pas, à un moment donné, on dit, on la vire et qu'est-ce qu'on en fait? Donc il va falloir quand même la prendre en compte et leur mettre des barrières. Et là, la responsabilité des parents est essentielle. Et je crois que si les parents, à travers cette expulsion, qui malheureusement était nécessaire compte tenu du passé de la famille de façon générale, il va falloir quand même derrière assister et soutenir cette famille, parce que sinon ça sortira jamais. Puisqu'elle reste en France, elle devrait être logée quelque part. Un mot, Eduardo. Oui, juste pour dire, moi j'ai une longue expérience d'élu local, conseiller municipal, c'était en Seine-et-Marne, mais moi je peux vous assurer que tous les maires, et notamment les maires socialistes de gauche, qui étaient ma famille politique, ils ont cette expérience de traitement de la question du logement et du logement social. Certes. Je peux vous assurer que les droits et les devoirs sont systématiquement exigés. Et les maires ont cette expérience de terrain et ils n'hésitent pas à faire respecter les règles. Personne ne veut qu'il y ait des immeubles ou des habitations où il y ait des difficultés, des problèmes. Donc je crois que la question de la sécurité, notamment de la question du logement social, les maires sont très expérimentés et c'est pas du tout cette fausse image qu'on perturbe souvent, qu'on placarde souvent de laxisme, elle n'est pas du tout conforme à la réalité des élus de terrain. Au 0826 300 300, un certain nombre d'auditeurs qui nous appelaient, y compris de ces quartiers où il y a des coups de Kalachnikov la nuit, nous disaient il est temps aussi d'expulser certaines familles. C'est ce qui nous est revenu notamment sur Sud Radio. Bon, on parlait de droits et devoirs. Les droits sont pas les mêmes dans tous les pays. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on en parle, parce que c'est quand même une information qui n'arrivera pas tous les jours. Une Française mise en prison pour adultère en Tunisie. Effectivement, elle était en instance de divorce. Elle est allée à Hammamet et en même temps, elle a posté une photo d'elle-même avec un autre homme. Ça a permis à son mari, futur ex-mari, de porter plainte contre elle pour adultère. Elle a été emprisonnée. Elle vient à peine d'être relâchée dans l'attente de son jugement. Bon, j'imagine qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal de faire de la prison pour un soi-disant un prétendu adultère. On va pas en débattre, mais c'est important de le rappeler, Bruno Pomar. Ils ont encore du chemin à faire en termes de démocratie, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un sujet qu'on aborde peu, c'est le sujet de l'évolution de la Tunisie. Parce que la Tunisie, c'était un des rares pays arabes à avoir réussi le printemps arabe, ce fameux printemps arabe. Les autres avaient raté, ils avaient réussi. Il y avait une transition. Et là, on a l'impression en Tunisie qu'on est en train de revenir à nouveau en arrière sur des sujets. Là, c'est un sujet de mœurs, tout ça, tout à fait. Mais qu'on voit très bien dans d'autres pays. Révolution, réaction. Et la Tunisie qui est en pleine crise économique et sociale et politique en ce moment. Et c'est toujours important, l'économie, vous avez raison de le souligner. Et le droit aussi, c'est très intéressant parce que justement, moi je repense parce que je donne des cours aussi à la faculté et j'enseigne à mes étudiants l'évolution de notre droit et en particulier le passage du 19e au 20e siècle et toute la neutralisation progressive de notre droit, la sécularisation de notre droit, puisque notre droit, évidemment, on s'en souvient pas, mais au 19e siècle, le droit et les jugements sont rendus avec une certaine moralité, c'est-à-dire que la religion, évidemment, est très présente, c'est pour ça qu'en 1905, on a cette loi de séparation de l'Église et de l'État, et aujourd'hui, évidemment, on regarde ce type de décision qui nous paraît complètement absurde. Médiéval. Bien sûr, médiéval, j'aime pas le terme, mais effectivement, une décision qu'on ne comprend pas, mais en réalité, c'est un type de droit qui nous est complètement étranger, mais que nous avons connu. C'est ça. Que nous avons connu. Absolument, ça c'est important de le souligner. Je voudrais qu'on avance un petit peu, parce que il faut aussi, et on va le dire beaucoup plus brièvement, tout le monde a vu cette image, je ne vais pas vous demander de long réquisitoire. Le président de la Fédération de football espagnole qui a embrassé de force une de ses joueuses lorsqu'elle célébrait sa victoire à la Coupe du Monde. On l'appelle à démissionner, il refuse de démissionner. Est-ce que ça vous choque ou pas qu'il refuse de démissionner? Oui, non, autour de la table. Je vais le dire en espagnol, et ceux qui parlent espagnol le comprendront, à ce monsieur qui a fait ça, les falta un tornillo. Il lui manque un grain. Ça veut dire en français. Voilà. Le nom public, c'est et puis le geste se fait pas tout simplement. Il peut l'enlacer effectivement. À la limite, on embrasse pas de force. Mais l'embrasser comme ça, effectivement, c'est. Eduardo Ayant-Sipel, Pierre Gentillet. Plus qu'interpellé d'ailleurs.
Oui, je crois que tout le monde a vu que c'était un geste déplacé. Et quand on voit l'évolution des mœurs, si c'était il y a 20 ans, je ne pense pas que ce geste serait montré du doigt comme ça, avec toute cette réaction autour. Eh bien, le monde a changé. Je trouve que c'est triste parce que l'Espagne, l'équipe féminine, a gagné la Coupe du Monde et sont championnes du monde. Ouais. Et l'Espagne est en turbulence autour de cette affaire. Oui, ça va passer aussi. Belle victoire espagnole en tout cas. Que ça soit attaché par ça. On peut saluer en tout cas la victoire des Espagnols sur les Anglaises. Elles sont donc championnes du monde, quoi qu'il arrive. Les Espagnols, elles restent avec nous. 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir. Je le rappelle, notre premier débat, Gérald Darmanin a-t-il de bonnes raisons de croire en ses chances pour 2027 ? Vous nous appelez, vous réagissez, que vous soyez darmaniniste ou non. On va faire le tour de l'actualité avec toutes nos vraies voix dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Florian au 0826 300 300, Bruno Pomar, Didier Testo, Édouard Dorian-Sipel et Pierre Gentillet. Je vous le rappelle, on va parler du ministre de l'Intérieur dans quelques minutes. Est-ce qu'il a de bonnes raisons de se croire ou de se voir président plus tard ? Pourquoi pas ? Vous nous donnez votre avis et vous venez témoigner. Mais tout de suite, le tour de table de l'actualité. Et cette actualité tragique qu'on retrouve à Nîmes avec un policier du RAID, justement. On retourne au quartier de Pisevin où la guerre des gangs fait rage, où deux jeunes hommes ont été tués, un enfant de 10 ans plutôt et un homme de 18 ans cette semaine. Le RAID à son tour déployé sur place en plus de la fameuse compagnie CRS 8, c'est ce qu'annonçait Gérald Darmanin aujourd'hui. À quoi va servir le RAID dans un tel quartier ? Bruno Pomar, vous qui êtes un ancien du RAID. Alors, oui, ça interroge tout le monde. On l'a vu d'ailleurs avec l'affaire de Marseille sur les violences urbaines. Il faut savoir que le RAID est habilité. C'est, je crois, l'article 2 d'une loi de 2000, je parle devant un avocat, mais 2017 le RAID a le droit d'intervenir dans ce cadre-là. Sur les situations d'extrême urgence où il y a de grosses violences, etc., comme on a vu à Marseille. Parce que, beaucoup se sont interrogés à savoir si le RAID devait intervenir. Ils peuvent intervenir dans des cas bien précis. Sauf qu'à Marseille, c'était dans le cadre d'émeutes. D'émeutes ultra violentes. Là, pourquoi il faut intervenir ? Je pense que c'est un coup de force de Darmanin et je trouve que la méthode est pas bête. Pour moi, c'est impressionner un petit peu tous ces individus qui n'ont peur de rien, mais qui, lorsqu'ils voient débouler le RAID, sont quand même un petit peu plus impressionnés. Alors le RAID a été déployé en plus de la CRS 8, tout simplement pour faire des interventions, les sauteries sur les éléments les plus radicaux, les plus dangereux, que ne peuvent pas faire les unités classiques, je dirais, de sécurité publique, voire même la CRS 8 qui n'est pas faite pour ça. Donc si le matin ils ont levé un gars, et ils vont sûrement enlever d'autres, on envoie le RAID pour cette raison. C'est pour ça que le RAID est en soutien des effectifs, je dirais, traditionnels, et parce qu'il y a de l'armement en plus qui est présent. Donc on peut avoir sur une sauterie un gars qui sort avec une Kalachnikov. Parlons un petit peu de ce quartier, parce que c'est quand même vous qui vous êtes entraîné sur tous les terrains possibles et imaginables. On parle d'un quartier qui est complètement exclavé de la ville de Nîmes, qui est une espèce d'énorme citadelle de béton, 17 000 âmes sur le papier en tout cas, avec des coursives, des cours, des terrasses de partout. Enfin, comment on intervient dans ces cas-là C'est très compliqué, c'est pour ça qu'il faut des unités constituées. On ne peut pas envoyer des patrouilles On entend souvent, j'entends la LFI qui nous parle toujours de la police de proximité dans ces quartiers, etc. Envoyer des policiers comme moi j'ai pu le faire quand je suis rentré jeune CRS dans des quartiers d'Épinay-sous-Sénart et autres. Avant on pouvait le faire en 81 quand je suis rentré, maintenant on ne peut plus le faire. C'est tout. Il faut se rendre à l'évidence. On est obligé d'aller en unité constituée pour pouvoir sécuriser le lieu et surtout sécuriser les policiers qui interviennent. Donc presque une opération militaire, quoi. Oui, on peut. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes. Oui, tout à fait. Mais c'est important, je crois, de montrer d'abord à la population que ces unités, que ce soit les CRS ou la CRS 8 ou les CRS traditionnels, soient présents. Certes, ils ne sont pas en permanence, mais ils vont être fidélisés pour certaines compagnies. Ça, c'est sûr, compte tenu de ce qui se passe. Je crois que c'est important pour la population. La population est rassurée. D'ailleurs, quand vous les interviewez, la population, ils vous disent eux-mêmes que ça les rassure. Même si c'est momentané. Oui. Mais on veut du bleu. Mais oui, voilà, on veut du bleu. Sauf que après, il y a le travail de fond, c'est notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? La CRS 8 est partie à 2h du matin, ce qui était normal. Elle arrête sa faction. 1 heure après, les dealers tuent un jeune de 18 ans. Juste avant de vous donner à tous les deux la parole, dans quelques minutes, en reparlant de Darmanin, Édouard Dorian-Sipel, j'aimerais vous entendre parce que vous êtes vous-même franco-brésilien. Et des scènes, justement, où on envoie dans des territoires tenus par des gangs des hommes lourdement armés, on les voit au Brésil depuis longtemps et c'est beaucoup plus violent qu'en France. Est-ce qu'on est en train de se rapprocher du Brésil ? Il y a des similitudes, mais les situations sont malgré tout différentes. D'abord, le terrain lui-même, le terrain urbain,
Souvent au Brésil, ce sont des favelas, dans des territoires encore plus exigus, c'est-à-dire des habitations illégales et donc non autorisées, donc dans un terrain plus dur, on va dire. Mais il y a des similitudes parce que nous avons affaire à des trafiquants de drogue. Au Brésil, peut-être vous avez des situations encore plus enclavées. Peut-être aussi des méthodes beaucoup plus dures d'intervention qui font davantage de victimes collatérales. Et parfois des abus. Là, nous avons affaire non pas à des situations de type militaire, comme vous le suggériez tout à l'heure, mais tout simplement, nous avons en effet, avec le RAID, affaire avec des forces spéciales, et des forces spéciales intérieures, de police, mais qui sont précisément habituées à des interventions choc, de très haute intensité, de haute violence, et ils sont à même de neutraliser dans une action de force un certain nombre de groupes. Nous avons affaire à des groupes criminels de trafiquants de drogue lourdement armés. C'est très difficile de les démanteler. Je pense que c'est une bonne décision que d'envoyer le RAID sur place. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut une réponse immédiate de l'État. Elle sera sans doute pas suffisante. Il faudra un travail de fond pour démanteler les trafics qui sont compliqués. Sera-t-elle durable ? Il est important que l'État intervienne de manière énergique, forte, face à ces trafiquants, avec ce meurtre atroce d'un jeune garçon de 10 ans. Et je veux avoir une pensée pour, bien entendu, sa famille et ses proches. Le jeune Fayed, on en a beaucoup parlé, effectivement. Et d'ailleurs, ses parents ont été rencontrés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais juste pour terminer, parce que je pense à la question, même si nous ne sommes pas le Brésil, je pense que nous avons une évolution de ce type de criminalité organisée qui demandera de plus en plus d'efforts de la part de l'État et des pouvoirs publics pour avoir des forces spéciales d'intervention pour démanteler et agir de manière efficace contre ces groupes. Nous ne sommes pas sur ce plan-là, j'entends, sur une très bonne pente. Allez, restez avec nous, on va parler de celui qui est chargé d'être à la manette, justement, ou plutôt à la baguette, en tout cas de riposter. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On parle de lui aussi pour les présidentielles. Il semble s'inspirer de son mentor, Nicolas Sarkozy, qui s'était positionné pour l'Élysée en étant justement ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin, de se positionner pour la présidentielle 0826 300 300 ? On en parle dans un instant. Les vraies voix de l'été, Édouard Rian, Sipel Pierre Gentillet, Didier Testo et Bruno Pomar. On parle de l'actualité de l'été, malheureusement elle est dramatique, puisqu'on parle de la guerre des gangs qui fait couler le sang en France et qui fait ouvrir le feu, mais on parle aussi de la guerre politique qui va venir. Qui pour l'Élysée ? Est-ce que le ministre de l'Intérieur a raison de croire en ses chances pour la prochaine présidentielle ? On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous votez sur Twitter et sur YouTube. Gérald Darmanin a-t-il raison de croire en ses chances pour 2027 ? Il a été propulsé par son mentor, médiatiquement parlant, en quelque sorte, cet été. Nicolas Sarkozy, qui était d'ailleurs l'invité du 20h de TF1 il y a peu. Pourquoi lui et pas les autres ? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été avec moi d'une grande fidélité. J'apprécie ses origines modestes. J'apprécie le fait qu'il n'est pas formaté comme tant d'autres par les grandes écoles. Après, est-ce qu'il sera un jour candidat ? C'est lui qui en décidera. Est-ce qu'il sera un jour élu ? Mon Dieu, c'est encore dans si longtemps. D'ici là, il y a encore 4 ans. Essayons de voir avec le président de la République actuel ce qu'il est possible de faire. Oui, ça s'appelle une précaution oratoire en quelque sorte. Il parle toujours bien, Sarkozy. Il a toujours bien parlé, ça c'est un fait, personne ne lui a... Vraie politique. Personne ne l'a jamais démenti là-dessus. On accueille notre invité Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPEUF, enseignant à Sciences Po. Bonsoir à vous Bruno Cotresse. Bonsoir. On entend Gérald Darmanin, presque adoubé plus ou moins par Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin dire qu'il faut se concentrer sur les classes populaires, que pour l'instant Marine Le Pen a toutes ses chances d'être élue présidente au prochaine présidentielle, sauf si, justement quelqu'un, pourquoi pas lui, il ne le dit pas comme ça, se tourner vers les classes populaires. D'abord, est-ce qu'il a de la place pour lui ? Est-ce qu'il y a de la place pour lui, Bruno Cotresse ? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une très importante compétition à droite et au centre-droit pour la présidentielle de 2027, liée au fait que, tout simplement, Emmanuel Macron ne sera plus candidat. Il y a déjà plusieurs personnalités qui sont sur les rangs et Gérald Darmanin essaye, au fond, de se faufiler quelque part entre l'espace laissé par un Rassemblement national qui, d'après lui, aurait atteint ses limites, mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, et puis les Républicains
Républicains qui, pour le moment, sont toujours en convalescence. On va dire les choses comme ça. Gérald Darmanin essaye, au fond, de revenir sur le parcours de Nicolas Sarkozy, de s'inscrire, au fond, dans les pas de Nicolas Sarkozy. Vous vous rappelez, lorsqu'en 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République avec un Jean-Marie Le Pen qui descend à 10% et un Nicolas Sarkozy qui, à l'époque, est clairement sur les thèmes régaliens, sécurité, loi, ordre, immigration, identité nationale. Donc, et plus que ça, Bruno Cotresse, tiens, parce que j'imagine que vous l'enseignez aussi dans vos cours. Revenons à 2002, encore avant 2007. On a un président de la République, Jacques Chirac, qui est réélu, qui ne peut pas se représenter. Donc on sait qu'il faudra trouver un successeur. Et c'est son ministre de l'Intérieur, ou plutôt le ministre de l'Intérieur de son Premier ministre, Nicolas Sarkozy, qu'on verra partout, qui parlera des racailles, qui ira dans les quartiers, montrer qu'il n'a pas peur et qu'il agit. C'est ça qui l'a propulsé vers l'Élysée. Il essaye de faire la même chose, Gérald Darmanin. Exactement. Gérald Darmanin essaye de ressusciter auprès de l'électorat de la droite cette narration d'un parcours qui irait de la place Beauvau jusqu'à l'Élysée avec un bilan à faire valoir sur les questions de sécurité. Et on sait qu'au cours des derniers mois, les questions d'ordre public, de sécurité ont beaucoup préoccupé les Français, se sont imposées dans l'actualité. Donc il joue gros, Gérald Darmanin, notamment sur les annonces qu'il vient de faire, sur ce qui se passe à Marseille, à Nîmes. Il joue gros parce qu'il s'agit pour lui de montrer, le moment venu, qu'il a obtenu des résultats aussi bons que Nicolas Sarkozy à l'époque. Vous savez, lorsque Nicolas Sarkozy avait en particulier un bilan sur la sécurité routière. Oui, ça c'est vrai, sur la sécurité sur la sécurité en général, c'est là-dessus qu'il a été élu. Tiens, justement, restez avec nous, Bruno Cotresse. Ressusciter la geste sarkozienne. Est-ce qu'il y a une majorité de Français à qui ça peut plaire? Pierre Gentillet, vous avez l'air plus que sceptique. Ah oui, c'est un euphémisme. Non, mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde, quoi. C'est-à-dire que si Darmanin s'inspire de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que c'est signé. Nicolas Sarkozy, il faut quand même rappeler ce qu'est 2007, la campagne de 2007, et ce que va surtout être le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'il avait promis en 2007. Petit rappel, en 2007, Nicolas Sarkozy, son contrat implicite, il est avec les électeurs du Rassemblement national. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Marie Le Pen descend, je crois, de mémoire, à 10%. C'est ça. D'accord, c'est inédit. C'est la seule fois que ça se passera. Et de 2007 à 2012, donc campagne très à droite. Et de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, il fait quoi? Il fait l'ouverture, sauf dans la dernière année de son quinquennat, comme par hasard. Il fait l'ouverture à gauche, souvenez-vous, Bernard Kouchner et compagnie, etc. Éric Besson. Exactement. Et finalement, sur tous les grands sujets régaliens, c'est-à-dire sur l'immigration, il a un bilan qui est plus négatif en termes d'entrée légale que son prédécesseur Jacques Chirac, et à peu près dans le même niveau que François Hollande, à 40 000 entrées légales par an. Sur l'insécurité, il annonçait qu'il allait passer le Karcher, mais il n'a pas du tout passé le Karcher. Bon, je peux égrener, si vous voulez. Effectivement, il a supprimé en plus des effectifs de police. Bon, écoutez, on peut passer l'émission entière à faire le bilan de Nicolas Sarkozy, mais si Gérald Darmanin s'inspire de Nicolas Sarkozy, je pense pas que ce soit la bonne option pour récupérer les électeurs LR qui sont partis de LR, parce qu'aujourd'hui les Républicains c'est 4%. D'accord, c'est 4%, c'est fini cette histoire-là. Donc Gérald Darmanin, et à mon avis, je termine en une phrase, il aura le même problème que Nicolas Sarkozy et que toute la droite depuis 2012. La sincérité. C'est ça son principal boulet. Parce qu'il peut faire autant de communication qu'il veut. On sort quand même de plusieurs, je crois, une semaine, 2 semaines d'émeutes. L'état de l'insécurité, on en parle tous les jours. La libanisation du pays, elle continue. Mais en tout cas, on ne voit que lui. Pas pour lui. En tout cas, on ne voit que lui. Tiens, 0826 300 300. Florian, puis Anthony. Est-ce qu'il y a beaucoup d'orphelins de la Sarkozy en France? Oui, à mon avis, il y en a beaucoup, et Pierre Gentillet a totalement raison. Si c'est pour faire comme Macron, je viens d'entendre Eduardo Sipel, je suis pas du tout rassuré parce qu'il a un langage, si vous voulez, qui essaye de faire, qui embrouille les choses pour faire passer. Mais la raison pour laquelle on en est là, notamment dans les quartiers, c'est parce qu'il n'y a pas un véritable diagnostic. Il y a une guerre à la fois ethnique et culturelle. Moi, si vous voulez, je peux vous emmener à Épinay-sur-Seine, à Ivry-sur-Seine, ou alors à Sète, et vous verrez qu'il y a des quartiers qui sont complètement différents de ce qu'a été la France. Et pour l'instant, si vous voulez, on n'en prend pas le chemin. Et donc comme Darmanin, c'est plutôt la droite de gauche, comme était Sarkozy. Et donc, en fait, si c'est pour faire la même chose que Macron, on
n'y arrivera pas, bien évidemment. Donc c'est ce qu'ils essayent de faire. D'ailleurs, ils parlent beaucoup, ils emploient beaucoup de mots très verbeux. Ils emploient des jolies phrases parce qu'ils savent les manier. Mais en définitive, si vous voulez, la ligne politique, malheureusement, elle reste la même. Et donc, je ne crois pas que même s'ils réussissaient, ils pourraient résoudre les problèmes de la France, parce que il y a quand même le lien, si vous voulez, entre la guerre des gangs, la délinquance et puis l'immigration était tellement prouvé. Il y a qu'à aller on va en parler en tout cas. Restez avec nous. Je sais, mais Darmanin, il n'en parle pas. Eh bien, on va en parler justement dans l'immigration. Restez avec nous. Non, mais il fait la communication comme Eduardo Cipel fait la communication. Bah alors attendez, il va vous répondre, Eduardo Cipel, il est toujours avec nous. On est là pour débattre, mon cher Florian. Donc bon, débattons dans la bonne humeur aussi. Eduardo Cipel, vous faites de la communication ? Je vais parler, si vous me le permettez, comme analyste politique, c'est-à-dire sans prendre position sur la question que vous évoquez, Gérald Darmanin. On est dans une situation où le président de la République, Emmanuel Macron, ne peut plus se représenter. Il exerce son deuxième mandat consécutif. Et donc, il est inévitable qu'à un moment donné ou à un autre, un certain nombre d'acteurs et de dirigeants politiques de la majorité se mettent en avant pour essayer de prendre la place et de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Je pense que Gérald Darmanin cherche, comme d'autres au sein de la majorité, à exprimer une voix, à peser. Il n'a pas de force propre, il n'a pas de parti propre, il vient de l'UMP, il vient donc des Républicains. Il est aujourd'hui membre de Renaissance. Et vous êtes, je crois, nous sommes dans une situation où il est inévitable qu'une compétition, et il faut qu'elle soit juste et correcte, s'exerce à un moment donné au sein de la majorité. Il y a Édouard Philippe qui ne cache pas ses ambitions et qui se prépare. Vous devriez faire une primaire, ça a beaucoup marché dans les autres coins. Vous avez Bruno Le Maire, dont on peut penser que tôt ou tard, il commencera aussi à avancer des idées et s'organiser. Je crois que c'est dans l'ordre des choses politiques à partir du moment où le chef de notre camp, Emmanuel Macron, ne se représente pas. La question est la suivante. Nicolas Sarkozy, il était dans une famille politique. On était dans un monde politique encore binaire, avec un grand parti socialiste et une grande droite avec l'UMP. Ils étaient au pouvoir et la conquête, à l'époque, l'estimait Nicolas Sarkozy, passait par celle du parti. C'est ce qu'il a privilégié dans une confrontation avec Jacques Chirac, qui lui a dit c'est soit le ministère, soit le gouvernement, soit le parti. Sarko prend le parti, il revient après parce que ça devient dur. Bon, là nous ne sommes pas du tout dans la même situation. On n'a pas un camp unifié dont serait aujourd'hui émergent Gérald Darmanin. Il est membre de Renaissance, il n'a pas la main sur les LR. Donc il n'a pas de structure. Moi, je crois que c'est une situation tout à fait inédite en réalité pour le champ politique national dans son ensemble. Et le quelque peu d'expérience que j'ai, ça commence à dater maintenant plus de 15 ans de métier politique. Vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'on est très loin de savoir quel sera le champ de départ des candidats à l'élection présidentielle. Bonne question. Et on a d'autres chats à fouetter, je pense, d'ici là, il y a encore 4 ans. Mais ça va être, je pense, quelque chose de passionnant question. Et j'espère que ça fera du bien au pays. Très bonne question, en tout cas posée au politologue qui est toujours avec nous, Bruno Cotresse. Deux choses. D'abord, effectivement, oui, il n'a pas de structure, pas de parti, Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une faiblesse ? L'autre chose, c'est le scepticisme rencontré par le positionnement de Gérald Darmanin auprès d'électeurs de droite ou d'anciens électeurs de droite qu'on a pu entendre, en tout cas. Je vais commencer par le deuxième point. Alors effectivement, il aurait le même problème à régler que l'ensemble des candidats issus de son bord politique, on va dire la famille du centre-droit globalement, qui est comment faire réunir les électeurs de centre-droit ou de droite qui veulent du régalien, de la loi, de l'ordre, de la sécurité, une politique en matière d'immigration, et puis en même temps une autre partie de l'électorat de centre-droit qui elle est concernée par la question des déficits publics, de la compétitivité de l'économie. Lui, il essaye de nous expliquer, Gérald Darmanin, qu'en s'adressant aux catégories populaires sur la question de la sécurité publique, il peut les ramener il pourrait les ramener vers lui, mais pour le moment, il ne parle pas beaucoup d'économie. Et là, sur cet angle-là, il rencontrera effectivement très fortement la concurrence de Marine Le Pen, qui elle aussi parle d'ordre, d'immigration, de sécurité, mais qui a un autre discours sur l'économie que ceux des candidats du
du centre-droit. Donc, grande difficulté pour un candidat de centre-droit d'arriver, au fond, à réduire cette contradiction. Puis alors, sur la question d'un mouvement politique, eh bien, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on sait que c'est pas forcément un gros handicap de ne pas avoir de mouvement politique constitué sur une longue durée, mais Emmanuel Macron disposait quand même d'un outil qui s'appelait En Marche à l'époque et qui était quand même la préfiguration d'une grosse organisation politique. Et qui s'est révélé performant. Voilà, on sait que c'est beaucoup plus compliqué si on n'a pas du tout d'organisation. Il faut pouvoir collecter des fonds, il faut pouvoir avoir des militants qui font campagne, et ça, ça demande effectivement qu'il parte dès maintenant s'il veut se présenter à la présidentielle de 2027 pour commencer à structurer un peu son courant. Donc on aura le temps de le voir venir. En tout cas, tiens, vous avez parlé des comptes publics d'une part, de l'économie et de l'ordre d'autre part, la spécialité de Bruno Pomar et de Didier Testot, chacun la sienne. Didier Testot d'abord. Oui, on parle de Nîmes depuis quelques jours et on va encore en parler depuis quelques jours. Moi je me suis intéressé à Nîmes et j'ai découvert, parce que je suis pas ça au jour le jour, que Nîmes c'était la 6e ville la plus pauvre de France. Et on retrouve dans l'ancienne, ce qu'on appelait le Languedoc-Roussillon, 6 villes en tête de la pauvreté. On a aussi celle du Nord-Pas-de-Calais, alors ça fait le lien avec Gérard Darmanin, mais donc chômage, la pauvreté, les sujets de RSA qu'on peut trouver, un retard économique sur ces zones. Alors on a vu Gérard Darmanin, c'est une image, je ne sais pas si elle a été vérifiée depuis. On aurait nettoyé quelque part, comme vous savez, du temps, vous savez, quand on était à l'armée, moi j'ai fait l'armée, il y avait le général qui arrivait le mardi, ou le lundi, on mettait des coups de peinture, il ne passait que là. Et apparemment, on a nettoyé le quartier Pisevin, là où est passé Gérard Darmanin. Ça veut dire quand même qu'il a un certain nombre de soutiens. Il a, du côté d'un certain nombre de dirigeants économiques, il a commencé effectivement à faire des choses, mais le vrai sujet de fond, on en parlait à l'instant, c'est que pour moi, c'est plutôt un handicap. Il s'affiche sur effectivement le côté sous Nicolas Sarkozy qui va refaire la même chose qui a déjà été fait, sachant que les sujets économiques, pour moi, ils sont prégnants. Et il n'est pas présent dessus. Non, pour l'instant en tout cas. Bruno Pomar. Ça va venir, de toute manière, ça va venir. Il faut espérer. Il en parle en tout cas des classes populaires, il ne parle que de ça. Mais c'est vrai qu'on a vu la fin des grands partis, PS et UMP. Mais je pense que Darmanin a quand même une carte à jouer, même s'il est sur tous les fronts actuellement. Regardez, il a quand même travaillé beaucoup sur l'aspect sécurité avec le Beauvau de la sécurité, le livre blanc, la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère intérieur, qui n'est pas rien quand même, c'est 3 milliards par an pendant 5 ans, donc 15 milliards pour la police. Donc il a un crédit au niveau de la police qui représente une population quand même très importante, police, gendarmerie et tout ce qui représente. Il est respecté par les policiers aujourd'hui pour vous ? Oui, franchement, oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos, mais moi, je peux vous assurer qu'à travers les syndicats, d'ailleurs, on le voit, il est quand même soutenu, il est sur le terrain. Il ne fait pas que brasser et faire de la com, il est sur le terrain à soutenir ses policiers, et c'est normal, il est dans son rôle. Mais en même temps, il essaie d'être sur plusieurs fronts. On voit la loi d'immigration aussi, qui va bientôt arriver. Là. Ça, c'est un élément hyper important. Il est malin, quelque part. Il y a la LOPMI, donc la loi sur la sécurité globale, la loi sur l'immigration. Il veut parler aux classes moyennes, et ça, je crois que c'est important par rapport à ce que disaient les socialistes pour cette journée en parlant aux beaufs, à mes compatriotes de la province. Bon, je préfère entendre parler Darmanin aux classes moyennes que entendre dire le peu qui reste de socialistes parler aux beaufs. Voilà, il y a tout un tas d'éléments de langage qu'il utilise. C'est encore loin, il y a encore 4 ans, mais c'est un élu local, Tourcoing, député, maire, donc il a quand même un palmarès politique qui lui permet peut-être de jouer une belle carte. Ancipel qui représente aussi la majorité en quelque sorte ici, la majorité j'entends présidentielle en tout cas. Oui, encore quelques mots d'analyse politique très simple. Je crois que si on veut comprendre ce que fait Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui est connu aujourd'hui des Français parce qu'il est ministre de l'Intérieur maintenant depuis un bon bout de temps, mais les Français ne savent pas ce qu'ils pensent sur un certain nombre de sujets, ils le connaissent dans l'action politique. Donc s'il a envie de peser dans le futur, je ne dis pas d'aller jusqu'à l'élection présidentielle, mais on peut se fixer ça comme objectif, c'est une première façon d'essayer de dire ce qu'il pense aux Français. C'est vrai que les temps ont changé, on a le sentiment qu'on n'a plus besoin de grands partis comme avant, c'est une illusion d'optique qui a quand même besoin d'une machinerie, c'est-à-dire d'une organisation des moyens et des financements, humains et financiers, mais c'est surtout une présidentielle, un rapport direct entre un candidat et les Français. Et donc ça commence par là, et je pense
pense que c'est ce que souhaite faire Gérald Darmanin, commencer à dire ce qu'il pense de la France sur un certain nombre de sujets, à partir du lieu où il a construit sa légitimité politique, Tourcoing. L'image est élevée. Voilà. Donc voilà, ça commence par là. Hein. C'est sa façon de commencer à peser dans le futur, dans lequel il n'y aura pas Emmanuel Macron comme candidat. Il faut bien démarrer à un moment donné quand on veut dire quelque chose aux Français. Comment mettre en scène sa descente dans l'arène? On va en parler avec Bruno Cotresse dans un instant, avec Pierre Gentillet, avec toutes nos vraies voix et avec vous tous au 0826 300 300, notamment Florian qui nous parlait d'immigration. 0826 300 300, Gérald Darmanin a-t-il ses chances? En tout cas, a-t-il raison d'y croire? On va en reparler. À tout de suite sur Sud Radio. La voix qui n'ont pas encore fini les vacances d'été, qui se voient déjà en 2027. Vous voyez comme le temps passe en tout cas. Et le temps file très vite. Bruno Pomar, de bonne humeur, qui est avec nous, comme Didier Testo, Édouard Dorian-Sipel et Pierre Gentillet. Florian au 0826 300 300 et notre invité, le politologue Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Bruno Cotresse, on parlait des forces et faiblesses de Gérald Darmanin. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait lui faire glisser dans sa course à la présidentielle? Le faire glisser. Alors c'est sûr que d'ici 2027, je dirais que la marche est longue et la marche est encore un peu haute à franchir. Il faut d'abord que Gérald Darmanin ait un bilan extrêmement flatteur sur le plan de la sécurité, de toutes les questions qui inquiètent tellement les Français. Hein. On a vu, on se rappelle quand même des émeutes. Notre été a été égrené de cas et de meurtres, dans un certain nombre de villes, et tout ceci inquiète beaucoup, interroge beaucoup les Françaises et les Français. Il y a un moment donné aussi, il va se poser la question de son maintien ou pas au gouvernement. Il est dans l'équipe d'Emmanuel Macron depuis le début, depuis 2017. En 2027, ça ferait 10 ans de position au gouvernement. C'est peut-être aussi un peu, c'est peut-être aussi un peu long pour être perçu par les électeurs comme quelqu'un qui incarne un peu une nouveauté. On sait, dans l'élection présidentielle, il faut quand même aujourd'hui incarner un peu quelque chose de nouveau. Ensuite, il lui faudra sans aucun doute aussi s'imposer au sein d'une compétition qui, moi, je pense, va être extrêmement intense au centre droit. On ne sait pas quelle forme va prendre cette compétition entre les différentes ambitions. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, peut-être Bruno Le Maire. Le chef de l'État, le chef de l'État dans son interview au Point a dit que s'ils y partaient divisés, il ne serait pas au deuxième tour. Et puis surtout, il y a l'obstacle principal, c'est Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen aujourd'hui, elle est solidement installée dans notre vie politique. On peut dire qu'elle est favorite pour 2027, comme il l'a dit d'ailleurs. Elle a été déjà 2 fois au deuxième tour, entre 2017 et 2022, elle a progressé de 3 millions de voix, de 8 points au deuxième tour. Elle est aujourd'hui la 2e personnalité politique préférée des Françaises et des Français. Donc voilà, il y a tout un tas de difficultés qui vont se dresser sur le chemin, mais on sait que Gérald Darmanin est une personnalité qui a à la fois lagnac et beaucoup d'ambition. Alors rapidement, Pierre Gentillet, 2 questions d'abord. Est-ce qu'il a intérêt à se battre publiquement avec Emmanuel Macron et à mettre en scène ses désaccords? Gérald Darmanin, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac en tout cas. Non, certainement pas, pour une raison très simple. C'est-à-dire que pour que Gérald Darmanin arrive candidat à la présidence et ait une chance d'accéder, je dis bien d'accéder déjà au second tour, il y a une première difficulté, c'est la question de l'appareil. Or, aujourd'hui, il y a un appareil du centre-gauche au centre-droit qui s'appelle En Marche, qui a clarifié la situation politique en 2007. C'est le legs d'Emmanuel Macron. Et il y a plusieurs prétendants pour reprendre cet espace politique comme pour reprendre cet appareil. On pourrait parler d'Édouard Philippe, on pourrait parler peut-être des autres prétendants qui s'annonceront dans un second temps, comme peut-être Bruno Le Maire, etc. Bon, mais ça, c'est une première grande difficulté. Par ailleurs, la deuxième, si je peux terminer en une phrase, c'est que le risque pour ce qu'on peut appeler le bloc bourgeois, c'est-à-dire ce qui va du centre-gauche au centre-droit et ce qui a été réuni par Emmanuel Macron. C'est que s'il y a plusieurs candidats sur ce bloc, la situation a changé par rapport à il y a 10 ans. Il y a une grande force politique sur la gauche radicale et une grande force politique sur la droite radicale, même si Marine Le Pen ne se considère pas de droite. Et il peut y avoir, sur une division du bloc bourgeois, un second tour entre Mélenchon et Marine Le Pen. Donc il n'est pas sûr que le bloc bourgeois, entre guillemets, se permette une telle division. Autant dire, un second tour Mélenchon-Le Pen, un cauchemar pour Édouard Dorian-Sipel qui va conclure là-dessus. Vous l'envisagez ça ou pas? Tout peut être envisagé, surtout à 4 ans. Hein. Donc, moi, ayant un peu de métier, je sais pas ce que je ferai à ce moment-là. Je me mets pas dans cette hypothèse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a effectivement une bataille pour être qualifié au second tour, comme toujours dans une élection présidentielle.
et que Marine Le Pen semble celle qui est aujourd'hui la mieux à même d'être certaine d'être au second tour, même s'il n'y a jamais de certitude dans ces choses-là. Mais elle a un socle électoral suffisamment solide qui semble pouvoir nous faire dire que c'est tout à fait probable qu'elle soit au second tour. La question qui va se poser au pays, me semble-t-il, c'est que le pays va chercher une solution face à Marine Le Pen. C'est ce qui s'est passé la dernière fois, en 2017 déjà, et puis en 2022 encore une fois. Donc une bonne partie des Français, c'est-à-dire ces 60% en gros aujourd'hui, qui de toute façon ne voteraient jamais pour Le Pen, vont se chercher une solution et qualifieront quelqu'un au second tour. Qui prendra en charge la suite de l'héritage politique d'Emmanuel Macron? Quel rapport se constituera dans l'opinion par rapport aux forces traditionnelles de la droite d'une part et de la gauche d'autre part? Est-ce que le pays formulera une solution pour sortir de l'impasse Le Pen et de la faire battre encore une fois? Je pense que c'est possible. Ça va être en gros tout le débat et tout le déploiement de ce chemin qui nous mène vers 2027. Et en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Et je pense qu'en effet, Marine Le Pen est loin d'avoir gagné une élection présidentielle. Je pense qu'elle peut la gagner si le pays n'arrive pas à trouver une solution et que cette solution se dissolve dans un mauvais débat national. En tout cas, il y a des signes qui trompent pas. Ça peut déraper. Il y a des signes qui trompent pas. Et donc il faut faire attention. On aura beaucoup parlé de celle qui n'a pas beaucoup parlé cet été. Elle n'a même pas besoin de parler pour qu'on parle d'elle. De responsabilité pour tous les acteurs de la majorité comme de l'opposition. Restez avec nous, chers vrais voix. Pierre Gentil, Eduardo Riancipel, Didier Testo, Bruno Pomar. On va se retrouver dans quelques minutes. Merci à notre invité Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF et professeur à Sciences Po. Bon, on se rapproche des prochaines élections, donc de toute façon on vous rappellera régulièrement Bruno Cotresse. Restez avec nous, Florian. Tiens, on va parler de quelque chose qui manifestement vous tient à cœur. Dans quelques minutes, direction les Alpes-Maritimes, le président du département qui a écrit à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne pour s'alarmer d'un déferlement migratoire. Ça se passe en ce moment. Eh bien, il sera en direct sur Sud Radio juste après le journal de 18h. À tout de suite. Le retour des vraies voix de l'été dans la moiteur de la fin d'été. On est avec Didier Testo, qui est fondateur de La Bourse et la Vie TV et chroniqueur aussi dans le Grand Matin Week-end. Nous sommes avec Bruno Pomar, ancien policier du RAID, maire de Belleflou, dans l'Aude. Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès. C'est la gauche de la majorité, c'est ça, Eduardo? C'est cela. À peu près, on peut le dire comme ça. Pierre Gentil est avocat au barreau de Paris. Bon, ben, c'est le centre des barreaux de Paris, tout simplement, et des barreaux de France. Ça paraît logique. Tout de suite, direction pas les derrière les barreaux, hein, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une étape avant. Tout de suite, direction les Alpes-Maritimes. Les vraies voix Sud Radio. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'alarme d'une situation migratoire explosive, je cite, et s'en émeut auprès d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne dans une lettre. Nous sommes avec lui sur Sud Radio. Bonsoir Charles-Ange Ginésy. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président. Merci. Du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Situation migratoire explosive. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour votre invitation. Tout d'abord, il se passe que nous constatons ce que nous craignions au début de l'année et pour lequel j'avais alerté les ministres concernés. Et en appelant l'État à ses responsabilités, c'est une très très forte montée du flux migratoire que nous avons déjà connu en 2022, mais qui en 2023 arrivait de manière très puissante au début de l'année, avec une pause qui probablement a été faite en raison d'un contexte international sur le mois de mai et juin, mais là, sur le courant de l'été, eh bien, ça repart et nous avons plus de 45% d'augmentation par rapport à la même période sur 2022. 45% d'augmentation des interpellations ou alors des arrivées, des franchissements de la frontière? Des arrivées des migrants, ce que l'on qualifie chez nous, les MNA, les mineurs non accompagnés, qui sont sous la responsabilité du département, puisque le flux migratoire nous échappe et je n'ai pas la comptabilité exacte des migrants. Mais concernant les jeunes migrants, on a 4519 migrants qui rentrent sur le territoire des Alpes-Maritimes depuis le début de l'année 2023. Ce qui fait 45% d'augmentation. Alors qu'on rappelle bien d'ailleurs, un mineur non accompagné, c'est le département qui est chargé de le prendre en charge une fois qu'il est détecté. Et donc le prendre en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'héberger, c'est ça?
Ça veut dire déjà le diagnostiquer à la frontière pour constater sa qualité de mineur. C'est lui donner les moyens d'être accompagné, le loger, l'accompagner, lui donner les moyens de vivre correctement, d'être formé et de s'insérer dans notre société. C'est cela dont le département est effectivement chargé, mais en fonction d'une loi qui est l'aide sociale à l'enfance, qui avait été constituée à l'époque pour des enfants qui étaient déjà sur le territoire national. C'est l'ancienne DAS. Ou des anciennes DAS, ou des jeunes mineurs qui arrivent de l'étranger. Ça signifie que ce que vous nous dites en ce moment, c'est qu'en fait vous n'avez plus de place, ou alors plus d'argent, parce qu'il y a trop de mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes, c'est ça ? Oui, il y en a beaucoup. Si je reprends la réflexion que nous avons à l'instant, en 2014, il y avait 114 mineurs qui rentraient dans les Alpes-Maritimes. Vous vous rendez compte, nous en sommes à 4519. Et pour cela, il a fallu mobiliser des assistantes sociales pour faire les évaluations. Plus de 200 personnes sont mobilisées par le département en sureffectif par rapport aux 20 qui sont missionnés sur cette affaire-là de façon permanente. C'est dire que nous avons là-dessus une surtension qui met le personnel à genoux. Au-delà, bien évidemment, vous l'avez souligné, du coût financier que cela représente. Alors, tant que nous avions les capacités financières d'y subvenir avec des DMTO, des droits de mutation qui se portaient bien, l'inquiétude financière s'est éloignée, mais nous retrouvons une inquiétude financière dès lors que ces droits de mutation s'effondrent, puisqu'ils sont aujourd'hui notre seule ressource. Mais le problème, de mon point de vue et du point de vue des conseillers départementaux des Alpes-Maritimes, n'est pas la préoccupation financière. La préoccupation est une préoccupation humaine. Nous n'arrivons plus aujourd'hui à faire face à cette migration. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Quand je dis l'État, c'est l'État et les États européens, car il s'agit d'un phénomène migratoire européen, il s'agit d'un phénomène international pour lequel on ne peut pas continuer à subir ce que nous subissons ces dernières années. Alors, juste avant de donner la parole à nos autres vraies voix, dernière question, vous attendez quoi d'Emmanuel Macron à court terme ? J'attends que l'État prenne en charge cette responsabilité, qui nous aide d'abord à qualifier et à évaluer les mineurs au départ, qu'il nous aide à une répartition nationale avec une clé de répartition qui existe, mais pour lesquels on voit bien que la solidarité se fait tirer l'oreille. Il y a des départements qui ne peuvent pas accepter les mineurs que nous pouvons leur envoyer et qui sont pourtant envoyés avec une ordonnance de placement décidée par monsieur le procureur de la République. Donc tout cela est une organisation au niveau du territoire national qu'il faut pouvoir accompagner. Je vous donne encore un chiffre. C'est certains jours, nous avons 40 à 45 mineurs qui arrivent à la frontière et qui lèvent le doigt. Oui, c'est difficile à gérer, sachant que vous vous rappeliez que ça avait été multiplié par 45 à peu près depuis 2014. Pierre Gentillet ? Si je peux poser une petite question à monsieur le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, vous nous dites que c'est au fond, et vous avez raison, un problème européen. Rappelons que c'est Frontex qui gère les frontières dans l'Union européenne. Effectivement, les frontières extérieures. Est-ce que vous ne pensez pas finalement, vous nous dites que vous allez interpeller le président de la République, est-ce que vous n'allez pas lui suggérer, ou vous-même, est-ce que vous n'êtes pas pour tout simplement suspendre les accords Schengen et réinstituer des frontières nationales, parce que il serait peut-être temps pour le coup. Vous ne pensez pas ? Réponse. Oui, je pense que le président de la République peut avoir plusieurs pistes et a certainement des informations que je ne détiens pas. C'est pour cette raison que j'en appelle au président de la République, puisque nous avons déjà eu au début du mois de mai une réunion avec monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, avec le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, avec la secrétaire d'État à l'enfance, madame Cobel, et que cette réunion a donné une facilitation de l'arrivée de ces mineurs non accompagnés sur le territoire des Alpes-Maritimes, mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut donc aller plus loin. Et pour cela, les frontières nationales, certains accords internationaux doivent être remis en cause. Pourquoi pas ? Il faut les requalifier. En tout état de cause, on voit bien que ce qui nous arrive par l'Italie est quelque chose de catastrophique. On voit que les Italiens aussi sont submergés et n'arrivent plus à faire face. Et de dire on ferme nos frontières n'est pas forcément une solution, car c'est reporter le problème de Menton à Vintimille. Alors vous allez me dire que c'est laisser le problème aux Italiens puisque c'est leur problème, mais quelque part c'est un problème européen, et dans tous les cas de figure, lorsque les gens
sont sur Vintimille et sont en Italie, ils tentent toujours de passer en France. Donc résolvons ce problème-là et apportons une solution qui soit une solution humaine également. Édouard Riancipel, un mot ? Oui, juste pour dire que il est normal si le département des Alpes-Maritimes est confronté à un surnombre d'arrivées de mineurs migrants, que l'État vienne en aide pour faciliter la prise en charge. On ne peut pas laisser, bien entendu, un département français, pour des raisons simplement, on va dire, géographiques, presque contingentes, en tout cas dû à la géographie, donc pas si contingente que ça, d'être confronté seul, il faut des moyens supplémentaires, je pense que ça c'est normal. Moi je crois que toutes ces histoires de détruire les règles européennes, notamment en ce qui concerne les frontières nationales, de la circulation, intérieure, n'ont pas de sens. Le vrai sujet, c'est comment l'Europe, ensemble, travaille main dans la main, coopère pour être solidaire, donc de désengorger la situation des pays, bien entendu, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne, bref, tous ceux qui ont des côtes sur la Méditerranée. Nous avons un devoir d'accueillir et d'accompagner ces mineurs. Ce sont des mineurs qui sont sur notre territoire. Je pense que l'Europe a les moyens de le faire. Et s'il s'agit de contrôle des frontières, le contrôle des frontières doit se faire à l'échelle des frontières européennes. Et là, on peut améliorer aussi la coopération. Il faut dire que ça évolue en Europe, puisque Olaf Scholz lui-même commence à parler de ce sujet des accords de Schengen, d'y réfléchir à nouveau, alors qu'il était contre jusqu'à présent. Donc si même l'Allemagne y réfléchit, ça veut dire que les Européens doivent y penser ensemble. Bon courage en tout cas, d'abord aux employés. Et puis vous avez dans ce contexte européen le Danemark aussi qui a pris une position forte. Hein. Tout à fait, c'est évident. Voilà, donc là aussi les exemples sont légion qui prouvent qu'il y a un vrai problème européen qu'il faut arriver à résoudre. Et en tout cas que les lignes bougent. Bon courage aux employés du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et merci à vous Charles Ginesi d'être intervenu. Merci pour vos encouragements et à l'égard du personnel, je pense qu'ils auront entendu et ils y seront sensibles. Mais écoutez, en tout cas s'ils écoutent Sud Radio, ils continuent. De tout cela, pour nous, ça pose un problème économique aussi. Hein. Oui, évidemment, on l'a bien compris. On en parlait aussi. Merci à vous Charles Ginesi, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. L'immigration, tiens, c'est peut-être un sujet sur lequel vous voudriez, pourquoi pas, un référendum. Ce sera notre débat dans quelques minutes, on va en reparler puisque vous voyez que ça fait débat parmi nos vraies voix. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été, Pierre Gentillet, Édouard Riancipel, Didier Testo et Bruno Pomar. Dans quelques minutes, Emmanuel Macron qui laisse entendre, pourquoi pas, un référendum sur un des sujets qu'il évoquera avec les différentes forces politiques qu'il s'apprête à recevoir. Question qu'on vous pose, sur quoi souhaiteriez-vous un référendum ? Sur la fin de vie, par exemple, sujet qui est sur le devant de l'actualité, malheureusement, sur l'immigration également, sur la 6e République, comme le voudraient les Insoumis, ou alors sur, pourquoi pas, tiens, la décentralisation. Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300, on en parle dans quelques minutes sur Sud Radio. Mais tout de suite, le tour de table de l'actualité avec Pierre Gentillet, qui a lu le livre de Nicolas Sarkozy et qui veut nous parler d'un J'ai feuilleté quelques extraits, effectivement, du livre de Nicolas Sarkozy. Et moi, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, parce que c'est les mémoires de Nicolas Sarkozy évoquent le deuxième temps de son quinquennat. Ouais. Et il y a un moment important dans le deuxième temps de son quinquennat, c'est ce qui s'est passé en Libye. Tout à fait. Donc rappelons qu'en Libye, l'État français est intervenu aux côtés d'autres États pour renverser le régime de Mouammar Kadhafi. Il s'en est suivi une crise migratoire sans précédent dont nous subissons aujourd'hui les effets. Tout le monde, y compris Nicolas Sarkozy, a reconnu l'impact de cette intervention et son lien direct, disais-je, avec la crise migratoire que nous traversons. Aussi, j'ai lu avec attention les nombreuses pages que le président de la République consacre aux Libyens et je voulais vous en faire le résumé et vous dire ce que j'en ai pensé brièvement, si j'ai 30 secondes. En somme, si je comprends bien Nicolas Sarkozy, si je lis bien Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas très difficile, premièrement, le sujet libyen n'est devenu un sujet qu'après son quinquennat. C'est pas complètement faux. Dans le sens où c'est son prédécesseur François Hollande qui a mal géré. Donc évidemment, comme d'habitude, Nicolas Sarkozy, et on peut pas me suspecter de sympathie vis-à-vis du hollandisme, remet tout, c'est bien confortable. C'est la faute à Hollande. Sur son successeur. En attendant, c'est lui
qui était à l'initiative de cette intervention. Deuxièmement, l'argument de Nicolas Sarkozy, c'est de nous dire, si nous n'étions pas intervenus, c'est la crédibilité de la France par rapport à un massacre annoncé qui allait être mise sur la table au niveau international. Bon, évidemment, Nicolas Sarkozy ne dit pas grand-chose des autres massacres qui pouvaient être commis, par exemple, de l'Arabie Saoudite sur son voisin yéménite. Il n'était pas question d'intervenir au Yémen, de même qu'il n'est pas question d'intervenir en Chine, dans le Xinjiang, là où les Ouïghours se font massacrer. Non, il n'est pas question. Évidemment, on voit bien la logique droit de l'homiste. Et enfin, le troisième élément qui m'a quand même fait beaucoup sourire, Nicolas Sarkozy consacre une page à Bernard-Henri Lévy, à son rôle. J'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise en voyant que voilà, Nicolas Sarkozy n'a pas changé, il est resté Nicolas Sarkozy. Bernard-Henri Lévy, est un immense intellectuel, je le cite quasiment, qui est absolument incompris et qui l'a éveillé. Et au passage, il égrène, il griffe, nos services d'ambassade, parce que selon Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy a mieux senti le pays, a mieux senti l'état de la Libye que les services d'ambassade sur place qui n'ont pas pressenti les printemps arabes. Bref, donc tout ça pour vous dire que, comme d'habitude, Nicolas Sarkozy a fait du Nicolas Sarkozy, il n'a jamais tort. Il ne reconnaît donc pas ses torts, mais par contre il reconnaît qu'effectivement la situation elle est catastrophique. Voilà. Un mot, Bruno Pomar. Non, mais c'est un résumé, j'ai pas lu le bouquin, mais oui, c'est du Nicolas Sarkozy. Sachant que c'est le vrai politicien dans toute sa splendeur et avec ses dérives et même les choses qu'il n'est pas capable d'assumer, parce qu'encore une fois, la Libye, c'est quand même un élément essentiel de tout ce qui se passe actuellement. Le renversement de Mouammar Kadhafi est un des griefs très souvent fait à la France aujourd'hui en Afrique francophone par certains gouvernements. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans le tour de table de l'actualité pour parler de la situation économique internationale avec Didier Testot, c'est votre spécialité. Oui. Alors vous, et c'est peu commun, vous vous inquiétez pour la Chine ? Eh bien oui, parce que la Chine, on avait eu l'occasion d'en parler dans l'Info Éco Plus, effectivement le week-end sur la faillite d'Evergrande, le promoteur immobilier chinois. Il a déposé effectivement le bilan aux États-Unis pour se protéger, comme la loi lui permet. Et il y en a un deuxième, un nouveau dont vous allez entendre parler, qui s'appelle Country Garden, qui lui est très important aussi en Chine, qui a énormément construit. La promotion immobilière en Chine a été en plein boom. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, au cours des 6 derniers mois, il a fait plus de 7 milliards de dollars de pertes et la dette actuelle, c'est 200 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, le sujet, effectivement, c'est est-ce que Country Garden va pouvoir rembourser? Et donc, tous ceux qui ont des investisseurs internationaux qui ont des obligations, donc des titres effectivement de cette dette, est-ce qu'ils vont être remboursés? On ne le sait pas, on va le savoir dans les prochains jours. Et donc, le risque d'une faillite de Country Garden est là. Ça peut avoir un effet domino sur l'économie chinoise. Et l'économie chinoise, elle ne se porte pas bien. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'investisseurs, beaucoup de spécialistes avaient dit qu'après la Covid, il y allait avoir une reprise en Chine, et puis ça allait repartir comme avant. En fait, ça ne repart pas. Il y a du chômage, les jeunes sont au chômage, et je voudrais vous donner une information intéressante, c'est que les Chinois, le gouvernement chinois, aujourd'hui ne donne plus de chiffres sur le chômage des jeunes, qui est devenu important. Il ne publie plus depuis quelques mois. Donc il y a une croissance, le la moral... Chine s'enrhume, quoi. Oui, le moral des Chinois, et donc certains sont en train de se dire, cette rentrée 2023, est-ce que ces 40 années de croissance chinoise ininterrompue avec des chiffres, on ne sait jamais, c'est 6%, ce sont les chiffres officiels, mais enfin des fortes croissances. Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'arrêter? Et ça aura des conséquences forcément majeures pour le reste du monde, pour la Chine elle-même, bien sûr, parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, elle n'aura pas assez justement de croissance, de consommation des Chinois. Et pour nous, peut-être que c'est une chance aussi, parce qu'on a beaucoup parlé après la crise sanitaire de réindustrialisation, de relocalisation. On a parlé tout à l'heure de la pauvreté à Nîmes, des sujets industriels dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a énormément. Donc est-ce que ça peut être une opportunité pour l'Europe de reprendre un peu plus en main, d'accélérer sur les sujets essentiels? J'avais eu l'occasion de parler d'économie de guerre et donc de dire il nous faut une économie de guerre, avoir un certain nombre de choses. Peut-être, mais en tout cas, c'est une vraie question aujourd'hui. Il y a une question sur cette croissance qui est en train de... La Chine va mal. Voilà, exactement. La Chine va mal et on n'entendra pas ça tous les jours. C'est la raison pour laquelle ça vaut le coup de demander à ceux qui suivent l'actualité économique de près comme vous, Didier Testot. Merci beaucoup, restez avec nous. On va parler référendum dans un instant. Vous allez tous pouvoir voter, chers amis, sur ce que vous voulez, pas seulement oui, non. Sur quoi souhaiteriez-vous un référendum? Sur l'immigration, pourquoi pas? Sur la fin de vie? Sur une éventuelle 6e République? Sur un autre sujet? Vous nous appelez éventuellement 0826 300 300. On en débat dans un instant sur Sud Radio. Avec Pierre Gentillet, Édouard Dorian-Sipel, avec Didier Testot et Bruno Pomar, les vraies voix de l'été, qui se penchent sur une question éminemment politique tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Sur quel sujet souhaiteriez-vous un référendum ? Je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait sa rentrée politique dans une interview fleuve à l'hebdomadaire Le Point, et il a annoncé qu'il allait réunir au cours de la semaine prochaine ou de la dernière semaine d'août, en tout cas toutes les forces politiques représentées au Parlement pour discuter. Il affirme qu'il aura recours au référendum sur certains projets qui émèneront de ces échanges, lesquels on ne sait pas, sur quel sujet, quels sont les sujets qui seront portés notamment au Parlement bientôt. On sait qu'on parlera d'immigration puisque la loi immigration va arriver au Parlement. On sait qu'on va parler de la fin de vie également. Sur quel sujet souhaiteriez-vous un référendum ? Question qu'on vous pose sur la fin de vie, par exemple, l'immigration, une éventuelle 6e République ou sur d'autres sujets. Eh bien, on va répondre avec vous. Tiens, d'abord, Pierre Gentillet. On peut donner deux réponses, on n'est pas obligé d'en donner un seul. Parce que je vais peut-être vous surprendre, mais la 6e République, tout dépend ce qu'on met derrière ce mot, mais je trouve pas ça inintéressant. En tout cas, plutôt que de dire 6e République, parce que c'est connoté. Oui. 6e République, quand j'entends les insoumis, ça veut dire surtout retour à la 4e République, c'est-à-dire retour au parlementarisme. Ce que je n'approuve absolument pas. En revanche, c'est une réforme institutionnelle. Oui, absolument. Et ça, je suis favorable. Et là, il y a un débat à avoir. On va pas le régler en une demi-heure, mais ça, bien évidemment. Mais le sujet numéro 1, bien évidemment, je pense que c'est la question migratoire, d'autant que elle ne pourra se résoudre efficacement, précisément, que par un référendum. Si une loi immigration ambitieuse arrive au Parlement, je dis bien ambitieuse, dans les standards de ma famille politique, elle ne passera jamais les fourches codines du Conseil constitutionnel, qui est véritablement la vérole antidémocratique à l'intérieur de nos institutions, typiquement sur ce genre de mesures. C'est un avocat qui nous dit ça ? Bien sûr, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. C'est la 5e République. Non, c'est une déformation. 5e République. Non, c'est une déformation de la 5e République. Le Conseil constitutionnel de 1958 n'avait absolument pas ses pouvoirs. Il se les est lui-même arrogés à partir de 1971. À partir du moment où le peuple décide, ou les représentants du peuple, une loi. Écoutez, le Conseil constitutionnel n'a pas à chercher dans des textes particulièrement obscurs qui n'est pas seulement la Constitution de 58, mais des principes non écrits, des arguments pour censurer ce type de loi. Moi, je trouve ça scandaleux et antidémocratique. Eh bien, débat avec Didier Testot, par exemple. Vérole antidémocratique, ça c'est le terme, de Pierre Gentillet. Après, voilà, c'est son avis, il est sur ce sujet-là, mais le Conseil constitutionnel, il fait partie de cette architecture. Donc moi, sur le référendum, si on parle d'une nouvelle Constitution, parce que peut-être que effectivement le sujet aujourd'hui, c'est que la 5e République, on parlait juste en tout début d'émission de ce sonore du général de Gaulle, on n'arrête pas de le citer ici et là pour tous les sujets, bon c'est sa gloire peut-être, mais enfin le pays évolue, le monde évolue, c'est plus le même, donc on peut pas avoir les mêmes recettes qu'on avait. Donc on peut changer de constitution, donc on peut peut-être, non mais ça veut dire qu'il faut peut-être effectivement évoluer pour que ça, effectivement la constitution représente tous les Français, mais surtout que ça soit efficace, parce que le sujet, moi vous savez ce que je voulais vous mettre, c'est pas une blague, sur le référendum, je voulais vous mettre un sujet sur la dette. Est-ce qu'on va continuer ? On a 3 milliards de dettes. Est-ce qu'on peut continuer ? Les États-Unis peuvent continuer, ils ont le dollar. Nous, est-ce qu'on peut continuer avec ça ? Parce qu'on ne parle pas d'économie aux Français, on n'en parle jamais. Mais le vrai sujet, c'est ça. Là, il y a une ruine qui est en train de s'installer, parce qu'il faudra bien payer un jour, Vous avez vu le quoi qu'il en coûte ? Vous avez vu ce qu'est la rentrée de Bruno Le Maire ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? C'est comment on va essayer de faire ? On ne vous parle pas d'économie, de train de vie de l'État, on vous parle de ça. Moi, j'aimerais bien un référendum sur est-ce qu'on continue le même système ? On nous parle d'un État-providence qui... il peut y avoir des sujets d'immigration, il peut y avoir des sujets... Mais non, mais il faut trouver des vrais sujets économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Quelle question claire et binaire on peut poser dans un référendum sur l'économie, par exemple ? Simple. Est-ce que vous êtes pour la poursuite de... Mais tout le monde va voter non, mais ça n'impliquera rien. Et c'est un sujet... Pour moi, je voudrais faire une parenthèse. Pour moi, le référendum, ça va être comment la question est posée. On le sait depuis le départ. C'est-à-dire que ils vont y passer des heures et des nuits, etc. En fonction de la manière de l'action. Si aujourd'hui, on dit aux gens, il faut arrêter l'immigration. Eh ben, ici, on va y avoir 100%. Peut-être 99%. Non, oui, il faut arrêter l'immigration. Ok, d'accord. Après, comment on fait ? Et puis, sur l'économie, sur des tas d'autres sujets, c'est la même chose. La décentralisation, les gens savent même pas ce que c'est. Sauf que, effectivement, ils se sont aperçus que c'était peut-être pas efficace, puisqu'on a parlé des moyens locaux, des sujets locaux. On a vu que ça fonctionnait pas. Mais le sujet référendum, c'est comment on fait la question, et après, le système économique lui-même, est-ce qu'on continue ? Parce que ça fonctionne pas. Si ça fonctionnait aujourd'hui, on aurait un chômage très faible, par exemple. Il n'est pas encore très faible. Il est à 7%. Il s'est amélioré. Oui, il y a encore beaucoup de gens qui cherchent du travail. Édouard Dorian-Sipel. J'ai toujours pensé dans l'esprit des institutions de la 5e République que l'option du référendum devait se faire sur une question très importante, fondamentale.
C'est pourquoi je considère que toutes ces questions qui sont d'ordre économique, d'immigration, qui sont des questions qui peuvent se régler d'ordinaire pendant un mandat présidentiel ou législatif, et qui peuvent donc être traitées tous les 5 ans, changer tous les 5 ans, et que les Français peuvent changer de majorité tous les 5 ans pour ces questions, on va dire, de politique économique ou de politique sociale ordinaire, et qui n'ont pas vocation de faire l'objet d'un référendum. Donc vous me demandez, puisque le président de la République ouvre la possibilité à engager un référendum pendant son quinquennat, je crois qu'en effet, s'il y a une question qui me paraît importante, c'est celle de la démocratie, de nos institutions. Je pense qu'elles ont vocation à être modernisées, renforcée sur le plan démocratique. Moi, je ne suis pas pour la 6e République dite parlementaire. Moi, je suis attaché au régime présidentiel français parce que je pense que c'est un acquis important de l'unité de notre peuple, le fait que on dispose souverainement de l'élection au suffrage universel du président de la République. Bon courage à celui qui veut priver les Français de ce droit. Je suis en revanche pour des réformes institutionnelles importantes. Je pense par exemple, mais il faut prendre le temps de le faire, il ne faut pas faire comme ça à mon avis, il faut prendre le temps d'organiser si c'est la volonté du président. Ça, c'est une question importante. Moi, je suis pour qu'on préserve le président de la République, je suis pour qu'on renforce les droits du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. Et je suis favorable à ce qu'il y ait un nouvel acte, un grand acte de la décentralisation. Parce que je pense qu'on doit donner du pouvoir au territoire, mieux organiser les pouvoirs stratégiques de l'État. Je pense par exemple qu'on peut supprimer le poste de Premier ministre, clarifier cela devant les Français, donner plus de droits au Parlement. Et donner de la respiration démocratique à notre pays. Je pense que nous avons des institutions fortes. Sur la décentralisation, il faut juste dire qu'il y a besoin de gagner en respiration démocratique. On doit rééquilibrer les pouvoirs du Parlement par rapport au pouvoir exécutif. Ça, il faut prendre le temps de le faire. Si jamais on s'engage sur la voie référendaire, je pense que là, pour le coup, le président de la République a une grande opportunité. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et de le proposer depuis de nombreuses semaines maintenant, puisque le président ouvre la voie à une réflexion sur une possibilité de référendum. La question démocratique me paraît la principale parmi les questions possibles. 0826 300 300. Florian, toujours avec nous. Puis Anthony, on vous a pas oublié, mon cher Florian. Priorité pour vous, si on vous propose un référendum, sur quel sujet le souhaitez-vous ? Sur l'immigration, ça me semble tellement évident. Quand on sait qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui se déversent tous les ans, c'est l'équivalent du 15e arrondissement, la ville de Bordeaux. Des gens qu'on n'intègre pas, qu'on n'assimile pas, bien évidemment, ça pose un problème. C'est aussi un problème économique, bien évidemment. Moi, j'ai entendu des chiffres entre 400 et 600 000 personnes qui seraient en Seine-Saint-Denis de manière illégale. Qu'en est-il véritablement ? Est-ce que les services de l'État sont en mesure de nous donner des vrais chiffres ? Ils devraient le faire puisque les préfets font des rapports tous les jours, donc ils devraient savoir toutes ces choses-là. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est rectifier un mensonge du président de la République. Mais il n'est pas le seul, n'importe comment, quand il dit que la France a toujours été un pays d'immigration. C'est archi faux. La France, entre le 9e siècle et le 19e siècle, et encore, s'est renouvelée de manière naturelle. C'est-à-dire, la différence entre les décès et les naissances. Donc l'immigration, elle est importante, c'est vrai, au 20e siècle, et notamment maintenant. Mais donc voilà, et donc en fait quand le président a dit une chose qui est totalement fausse, que la France a toujours été un pays d'immigration, c'est pour faire accepter une immigration totalement incontrôlée. D'ailleurs, je ne comprends pas sa position, puisque j'ai lu dans Le Point qui disait qu'il n'y avait pas de problème d'immigration, qu'il y avait un problème. Alors il est à la fois pour et contre, on ne sait pas vraiment sa position, et c'est la raison pour laquelle oui. Et il a dit aussi d'ailleurs, et on va rebondir sur ce que vous disiez Florian, qu'il fallait selon lui réduire substantiellement l'immigration, significativement l'immigration. Il a ajouté à commencer par l'immigration illégale, c'est-à-dire aussi l'immigration légale, si j'ai bien compris. Alors ceci dit, vous disiez, oui, vous avez raison, la France n'a pas toujours été un pays d'immigration. En revanche, c'est vrai qu'on a été les premiers à accueillir de manière assez importante des immigrés, notamment au 19e siècle. Ça avait commencé avec les Belges. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'était la première vague d'immigration en France au 19e siècle, au tout début. Ça c'est pour l'histoire récente, si j'ose dire, moderne. La France, d'après tous les grands historiens, est une terre de circulation et de mélange et de différentes tribus, communautés, mais depuis des millénaires en fait. Et moi qui m'intéresse beaucoup à ces questions, pardon de remonter aussi loin, même depuis la préhistoire. Donc en réalité, la France, elle s'est forgée
avec des vagues migratoires et de combinaisons de populations diverses et variées à travers les temps. Il a une histoire moderne de l'immigration qui par définition, nous est plus proche. Et d'ailleurs, la France... c'est une mosaïque, me semble-t-il, de différentes populations, de différentes provenances. Une mosaïque qui a construit son unité à travers cette condition politique moderne issue de la Révolution. Vous n'êtes pas d'accord? Écoutez, il a fallu... Non, mais c'est pas que c'est mignon, c'est que ça a été brutal. Déjà, pour unifier, ça n'a pas été simple. Il a fallu unifier des Bretons, des Alsaciens, des Languedociens. Enfin, il n'y avait pas des Arabes, des musulmans ou des Polonais au départ. On n'est plus dans cette situation. Oui, mais on a trouvé notre unité. Bruno, je crois que la peur de l'immigration, c'est une phobie des autres. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de l'immigration. Il faut distinguer le vrai problème qui est la maîtrise migratoire. Ça, n'importe quel pays est en droit de la maîtriser. Mais que ça devienne une xénophobie, ça, c'est une pathologie politique. Respectez, vous êtes un ancien policier du Rennes. Oui, mais la preuve, c'est que ça marche pas. La preuve, c'est que ça marche pas. J'ai l'impression de plus maintenant. Non, je pense d'abord que le référendum doit rester quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas prendre les référendums toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Le dernier, ça remonte à 2005 quand même. Oui. Bon, donc à un moment donné, il faut être vigilant sur ce sujet-là, sur l'immigration. Et moi, je pense qu'il y a un vrai référendum à faire là-dessus. Je pense qu'il y a une réponse à apporter aux Français, qui est une réponse qui se répercute sur les aspects sécuritaires. Ça, c'est évident. On a des vraies problématiques. Le président du département le disait tout à l'heure. Les mineurs non accompagnés, etc. C'est un vrai problème de sécurité pour nos départements, pour le pays tout entier. Donc, je pense que c'est sûr. Si vous laissez des jeunes en errance, et oui, mais on peut plus les prendre en compte parce qu'il faut du personnel, parce que nous on le voit. Moi, le département de l'Aude, par exemple, m'avait demandé de prendre 10 jeunes 24 heures sur 24 sur un site que j'ai. Et il me donnait un gros chèque, un énorme chèque pour les prendre en charge. Mais honnêtement, je ne vois pas ce qu'on va poser comme question sur l'immigration. Le sujet du référendum sur l'immigration est, à mon sens, essentiel pour notre société. C'est un vrai débat parlementaire. Non, mais c'est une vraie question, pardon. Oui, mais le sujet du référendum, on parlait de loi avec, effectivement, avec Pierre Gentil, mais s'il y a un référendum, il y a une loi. Mais là, on est en train d'entasser des lois. Et la première chose qu'on devrait faire dans ce pays, parce que ça commence à faire quand même, ça fait quelques années, c'est est-ce qu'elles sont efficaces ou pas? Et là, on les empile, alors, parce qu'il y a un fait divers, parce qu'il y a un sujet. Il y a une question essentielle hors norme. Est-ce qu'elles sont efficaces? J'aimerais rebondir sur ce que disait Eduardo Riancipel, parce que ce qu'il disait était assez logique. Poser une question sur l'immigration ou alors une déclaration de principe, à savoir voulez-vous moins, voulez-vous plus, ça n'a pas de sens. En revanche, quelles questions concrètes on peut poser? Très simple. Pierre Gentil, soyons juste logiques, et je voudrais juste attirer l'attention des auditeurs et de chacun des débatteurs ici. Rapidement, c'est une question essentielle, vous l'avez rappelé, le dernier référendum c'est 2005, donc on ne pose pas une question comme ça. Franchement, faire passer la question migratoire ou d'immigration comme étant le problème fondamental du pays qui n'a pas été réglé depuis 20 ans et de le mettre au cœur d'un référendum, mais c'est un abaissement démagogique, mais qui serait dangereux et qui n'a pas de sens. On veut poser des questions sur l'immigration, il n'y a pas de problème, il y a un Parlement, il y a des sessions parlementaires, on peut faire les lois qu'on veut, si on veut les faire, d'accord? On peut les poser devant les Français à travers la représentation nationale. Pourquoi agiter un référendum sur la question d'immigration si c'est... Franchement, qu'est-ce qu'on recherche derrière? C'est mentir aux Français. En faisant passer cette question comme la question prioritaire du pays, franchement, c'est la grande question stratégique, la question de l'immigration. Pour un pays comme le nôtre, avec tout ce qu'on a à régler, les problèmes qu'on a devant nous, c'est pas sérieux. Et qu'est-ce qu'on veut agiter comme question? On a le Parlement pour le faire. Pierre Gentil. Moi, je suis toujours suspect chez celles et ceux qui veulent manipuler la question de l'immigration pour des buts qu'on comprend pas. On essaie de la poser clairement, justement. Quelle question claire vous poseriez, Pierre Gentil? Je vais vous répondre, mais déjà, je veux dire une chose, c'est que quand on parle d'un sujet, cher monsieur, on ne cherche pas nécessairement à manipuler. Voyez-vous, par exemple, moi je n'ai pas la même opinion que vous, je respecte du reste votre opinion, mais je ne cherche pas à manipuler je ne sais quel électeur. Au demeurant, d'ailleurs, je ne suis pas un élu politique, je suis un citoyen, je suis un Français, et je m'interroge sur ce que devient mon pays, et je considère que la question de l'immigration n'est pas une question illégitime, c'est une question de démocratie, c'est une question d'identité. Je ne vous ai pas interrompu. Je vais y venir, je ne vous ai pas interrompu. La question de l'immigration est la question du devenir... Oui, d'accord, mais c'est la question, juste pour terminer mon propos, de développer mon propos, c'est la question du devenir de notre peuple. Donc,
Donc, ce que vous dites, vous répondez, la démocratie elle peut très bien s'exercer par le Parlement. Écoutez, la Constitution nous dit que la démocratie s'exerce par la voix de ses représentants et par voie de référendum. C'est inscrit. Et par voie de référendum. Et un référendum sur la question de l'immigration, et je viens sur la question, ne me paraît absolument pas illégitime. Je balaye d'un revers de main la légende selon laquelle la France serait une terre d'immigration. Je parle de la France, je ne parle pas du territoire, il y a des milliers de milliers d'années. Vous avez parlé d'historiens. Moi, je peux vous en citer des historiens comme Dupaquier, historien communiste absolument incontesté, qui fait référence encore aujourd'hui. Dans les universités, nous avons un vieux creuset relativement stable depuis 1500 ans. Nous parlons de peuples sédentaires, les Basques, les Celtes, les Bretons, les Alsaciens, les Savoyards. Ce sont des peuples sédentaires et qui ont fait la France. Et sans exclure ceux qui sont arrivés depuis 2 siècles aussi. Sur la question, mais ce ne sont pas les mêmes civilisations. Il faut bien noter qu'il y a une différence entre les gens qui viennent d'Afrique. Mais non, mais c'est logique, encore une fois que, comment vous dire, des Belges, on parlait de Belges tout à l'heure, s'assimilent plus facilement que des Africains ou des Asiatiques. Par ailleurs, oui, on ne fabrique pas, j'aime pas ce terme. Non, moi je ne suis pas fabriqué français, je suis né français et la majorité des gens naissent français. Sur la question de l'immigration, il y a des questions qu'on peut poser. Recentrons le débat, je vous réponds sur la question, justement. Il y a des questions simples qu'on peut poser. Je suis d'accord, il est important de prévoir la question. Par exemple, êtes-vous pour ou contre la suppression du droit du sol? Voilà une question simple. Voilà une question qu'on pose à un Français et sur laquelle les Français, à mon avis, ça c'est la position classique de l'extrême droite française. Très bien, je crois que vous répondez pas à la question, vous lancez des anathèmes, mais vous ne répondez pas. La rupture avec les règles de la République la plus fondamentale. Ici, on est né sur le sol français. C'est la République qui a institué le. Il n'y a pas de droit du sol. Historiquement, c'est l'inverse. Historiquement, c'est l'inverse. Si vous trouvez un sang français avec une configuration biologique française, bienvenue. Vous aurez peut-être. Historiquement, c'est tout à fait l'inverse. C'est la République française qui a institué le droit du sol et c'était la monarchie qui avait institué le droit du sol. Vous êtes pour l'ancien régime, mais non, c'est la règle fondamentale. Je vais vous expliquer une chose. Quitte à couper vos micros, je vais vous expliquer une chose. Quand 2 personnes parlent en même temps et couvrent leur voix respectivement, on ne les entend pas. C'est-à-dire que de toute façon, ça ne sert à rien parce que vos arguments ne sont pas compris quand vous parlez l'un sur l'autre. C'est pourquoi il n'y a pas de sous-titres à la radio. C'est pourquoi je donne la parole à celui qui est le plus sage, qui est Bruno Pomar. En attendant, on va faire une petite pause. Vous êtes entre les deux depuis tout à l'heure. Oui, mais j'entends ce que dit. Vous entendez tout le monde avocat. Non, mais oui. Non, c'est encore une fois, c'est difficile parce qu'on parle d'humains, on parle de personnes qu'on accueille sur notre territoire. Mais je crois qu'encore une fois, la France montre ses limites dans ce qui se passe actuellement. Le droit du sol, l'accueil des. Bruno, vous êtes maire. Bruno Pomar. Monsieur vient de proposer. On est dans le concret. On va faire on a plein de problèmes à régler pour la France et on va proposer la suppression du droit de sol. Et c'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. Vous trouvez ça sérieux, François? Je ne partage pas totalement. Mais qu'on s'intéresse de façon précise à cette question. La réponse de l'immigration, c'est une vraie question que se posent les Français. Maintenant, les gens n'en peuvent plus. Donc, est-ce qu'on doit accueillir tout le monde sur le sol? Je n'irai pas jusqu'au propos que tient notre ami, mais pour autant, effectivement, c'est un sujet de référendum, à mon sens, essentiel actuellement pour notre société. Et j'arrête là. Il est essentiel. Mais tous les ans, moi je ne suis pas défavorable, on peut le faire, on peut débattre par exemple de l'immigration économique en France avec des pourcentages en fonction de nos besoins et de nos capacités. Tous les ans, on peut le faire au Parlement. Mais c'est de la démagogie d'expliquer qu'on a besoin d'un référendum. On a vu d'ailleurs l'arrière-pensée ou les impensés ou la pensée concrète, puisque vous voulez supprimer le droit du sol. Vous voulez rompre avec les fondements de la République. Donc ceux qui veulent un référendum sur l'immigration, ils veulent être en rupture avec ce que la France est depuis plus de 2 siècles. Vous avez eu en tout cas l'occasion de le faire entendre. Effectivement, c'est ça. Moi, il a révélé. Moi, on a un débat, c'est clair, net et précis. On a un débat assez clair. On remarquera aussi que la position de Didier Testot sur un référendum sur les questions économiques ou du train de vie de l'État est particulièrement minoritaire. Oui, mais bien entendu. Mais si on va juste avec un micro-trottoir et qu'on demande aux Français, mais dans toutes les régions de France, ce que c'est que le droit du sol, personne ne sait ce que c'est que le droit du sol. Les gens. Non, mais l'immigration illégale et compagnie. Oui, il y a des villages. À force de parler d'immigration, il y a des villages où il n'y a pas un seul immigré et on pense qu'il y a un sujet d'immigration. Donc le sujet sur l'immigration économique, oui, c'est un sujet pertinent et fort. Et faisons juste le dire aux Français, quand on sort du studio, qu'on voit la construction, le BTP. Il n'y a que des immigrés.
que les immigrés. Les immigrés françaises allaient voir aussi. Les agriculteurs français, les restaurants, mais ça combattre les Espagnols, on ne peut pas effacer l'immigration qui pose problème. Personne à la fois. On ne peut pas effacer l'immigration qui nous pose des problèmes. Il y a l'immigration qui pose des problèmes dans ce pays. Il y en a, c'est tout. Dans ce cas-là, c'est des sujets effectivement de sécurité et de police. Didier Testo. Mais le sujet économique, il est important, le sujet économique, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est pas qu'en France. La loi sera censurée. On évoque aujourd'hui ces sujets d'immigration, on les a dans tous les pays. Et l'Europe est concernée, et toute l'Europe est concernée, sauf qu'il y a un sujet. Cet été, on a parlé de canicule. Là, les vagues qu'on a, tout le monde parle de vagues, tout le monde. Ok, très bien, c'est un sujet politique. Très bien. Il y a des vagues avec le climat qui seront beaucoup plus importante, et c'est pas un référendum qui va régler. Vous avez un point important qu'on n'a pas dit et que j'aurais dû préciser, c'est que pourquoi encore plus le référendum, outre le débat intéressant, je pense que ça peut apporter, c'est qu'une loi typiquement sur la question des droits du sol ne passerait pas juridiquement les fourches du Conseil constitutionnel. Elle est contraire à l'analyse subjective que fait le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel était composé de 9 membres qui sont dans les assemblées parlementaires à l'Assemblée nationale, vous seriez le premier à critiquer la neutralité du Conseil constitutionnel. Vous n'êtes pas d'accord, mais ça, vous n'étiez pas là pour être d'accord, c'est pas grave. On va faire une petite pause dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Effectivement, c'est le débat sur lequel, en tout cas, on s'enflamme souvent le plus, ça c'est vrai, notamment le sujet sur l'immigration. Restez avec nous. Merci à Florian qui était avec nous depuis Antony au 0826 300. Non, depuis le Sud, mais qui est d'Antony au 0826 300 300. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec des personnes qui vont faire leur rentrée. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec les débats de l'été qui sont enflammés, comme vous l'avez entendu. Nous étions avec Pierre Gentillet, Bruno Pomar, Didier Testo et Eduardo Rian-Sipel. Tout de suite sur Sud Radio, on accueille ceux qui sont en train de rentrer. On l'imagine en train d'attendre ses 45 valises dans un aéroport. Elle revient d'une destination de rêve. C'est Cécile de Ménibus qui va revenir dans Les Vraies Voix. Bonsoir à vous, Cécile. Bonsoir Jean-Marie, comment ça va ? Combien de valises alors ? De moins en moins. De moins en moins, c'est très bien. On est aussi avec celui qui était censé les porter mais qui vous a lâché manifestement. Philippe David, bonsoir à vous. Bonsoir Cécile, on commence par les dames. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. On est ravis de vous retrouver tous les deux. C'est vous qui reprenez les commandes évidemment des Vraies Voix sur Sud Radio. Vous allez reprendre l'émission dès lundi prochain à 17h avec quelle nouveauté ? Tiens Cécile. Non, mais d'abord, je tenais à vous féliciter, Jean-Marie, parce que vous avez réalisé un travail formidable cet été. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez mis en place un très bon starter pour cette nouvelle saison. Voilà. Merci beaucoup. Je adresse mes félicitations à Jean-Marie aussi, également à Judith Belair et Frédéric Brindel, qui a fait le mois de juillet. Qui ont été formidables aussi, absolument. Alors, ce qu'on se disait avec Philippe, c'est que l'année dernière, c'était l'année N-1, puisqu'on a appris à se connaître à l'antenne. Vraiment c'est un super duo, on est très différents mais très complémentaires et je suis ravie de recommencer cette nouvelle saison avec lui. En tout cas je sais que il y a pas mal de pain sur la planche, je sais qu'il y a pas mal de choses à faire, mais en tout cas voilà, déjà il y a une très bonne entente avec des très bons éditorialistes, des sujets à venir j'imagine très bons en l'actualité encore aujourd'hui et avec plein de surprises. Des surprises, très heureux de reprendre également avec Cécile. Le duo s'est rodé pendant une première saison et maintenant on accélère. On vous promet plein de surprises, on accélère, on met un grand coup d'accélérateur et on va passer d'excellents moments sérieux mais sans jamais se prendre au sérieux dans Les Vraies Voix tous les soirs de 17h à 20h. Avec un mot d'ordre évidemment, parlons vrai. On a hâte de vous retrouver en tout cas Cécile et Philippe à 17h. Le rendez-vous avec notamment, et Philippe Bilger sera toujours là, Françoise Degois aussi, c'est ça Cécile ? Absolument, Françoise Degois, et puis des petits nouveaux. Il y a aussi Olivier d'Artigol qui est toujours avec nous, Tom Conan, en tout cas les récurrents que vous connaissez, et puis on fait rentrer, comme chaque année, une nouvelle écurie, si je puis dire, de petits nouveaux. Et ça fait un beau pack. En tout cas, j'aimerais remercier le nôtre pendant l'été, notamment toute l'équipe qui a travaillé à ces vraies voix. Benoît Goutorbe à la réalisation, Aurore Cachia aux réseaux sociaux, Ottilie Pascal, Livio Ferrero, le Nîmois de l'équipe qui a programmé cette émission, et évidemment Mylène Nicou. Tout de suite sur Sud Radio, on accueille le pack, le vrai, parce que c'est l'année du rugby. Alors le pack, c'est toute l'équipe du rugby. Je me permettrai pas, Alexandre Priam. Non. On peut dire que c'est le pilier du rugby sur Sud Radio. Ouais, ça m'arrange moyen, pilier. C'est la suite de votre soirée. À l'écoute de Sud Radio, on vous retrouve juste après les infos de 19h au programme ce soir. Au programme ce soir, la deuxième journée de Pro D2 du Top 14 avec de superbes affiches. On a 8 matchs en direct ce soir sur Sud Radio. Magnifique, lesquels notamment Stade Français Paris au Lyonnais, et puis en Pro D2, Aix en Provence face
face à Agen. Ça commence maintenant dans 3 minutes. 3 minutes exactement, Voilà. le compte à rebours est lancé. N'oubliez pas Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby avec Alexandre Priam et toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. On vous souhaite une excellente soirée.